Julien, il avait dit aussi, c'était de savoir si, par exemple, les maires leur permettraient qu'est-ce qui pourrait être un frein, oui, à la mise en place de CPR à domicile. Et est-ce que, par exemple, ce type de prestation pourrait être aidée? Par exemple, s'il n'y a pas de code question, vous pouvez essayer de. Tu me fais penser à dire ça. C'est pas à nous, n'importe qui peut faire. Voilà, juste pour vous. Voilà, à la fin. Ah, on va bien nous entendre avec ça. Nickel, c'est quoi? Moi, je vais commencer. C'est bon, on m'entend pas, hein. Je vais commencer et je vais leur donner du coup le.
Bonjour à tous. Ah, petit écran. Est-ce que vous m'entendez? Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Céline, infirmière de coordination à la CHADé du Centre Lombera. Et du coup, on a l'honneur aujourd'hui de vous présenter le deuxième webinaire de la CHADé qui vient remplacer les anciennes soirées des libéraux qu'on organisait en présentiel et qui se sont vus avancer en technologie avec des webinaires maintenant qui sont à destination des libéraux du coup de tout Rhône-Alpes. C'est l'avantage avec ce système de format en distanciel. Le webinaire d'aujourd'hui, concerne la thérapie par pression négative, qu'on appelle VAC-thérapie plus facilement. On a la chance d'avoir aujourd'hui 3 infirmières du CLB expertes dans le domaine. Charlène qui abordera les indications de la thérapie par pression négative et le parcours de soins au Centre Lombera. Rebecca qui abordera du coup la réalisation du pansement et la gestion des alarmes. Et enfin, Tammy qui expliquera la nécessité d'une mise en place d'une hospitalisation à domicile pour encadrer, accompagner et garantir la sécurité des patients au domicile. Si vous avez des questions durant le webinaire, vous n'hésitez pas sur le chat à nous envoyer en direct et on répondra soit en temps réel, soit à la fin du webinaire. La vidéo sera du coup en intégralité enregistrée. Elle sera visible sur le site internet du Centre Lombera dès qu'on sera opérationnel sur notre page HAD, voilà, très prochainement. Je vous donne déjà la date du prochain webinaire qui aura lieu le 12 octobre sur la tabacologie, avec un programme de coaching personnalisé qui aura lieu ensuite sur tout le mois de novembre pour vous accompagner sur l'aide que vous pouvez apporter à vos patients sur l'arrêt du tabac. Je vais laisser la parole à Charlène, du coup, sur les indications de la thérapie par pression négative. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Charlène Bijard, je suis infirmière au centre, je suis infirmière expert play cicatrisation. Donc, je vais, avant de parler du côté pratique et du pansement en tant que tel, VAC-thérapie, on va aborder ensemble le côté théorie. Alors, qu'est-ce qu'une thérapie par pression négative? En quoi ça consiste? En fait, c'est surtout placer la surface d'une plaie sous une pression inférieure à la pression atmosphérique ambiante. Et pour cela, on a un pansement, en effet, qui est relié à une source de dépression et un système de recueil. C'est une méthode qui est active, mais qui n'est pas invasive pour le patient. Et surtout, l'avantage de ce type de pansement, c'est qu'en général, pour un pansement complexe, ça permet de limiter le nombre de réflexions de pansement et en règle générale, on renouvelle ce pansement entre 2 à 3 fois par semaine. Donc, vous voyez sur cette photo, en fait, le système sur le dessus avec le réservoir, la petite tubulaire qui est reliée à une collerette, qui est à cet endroit-là que se fait la prise d'air, la mousse qui est mise à la place au niveau de la plaie. Alors, quels sont les mécanismes d'action? Pourquoi les pansements TPN participent à la cicatrisation? En effet, un des gros facteurs, c'est que ça va stimuler la néoangiogénèse et donc faciliter la phase de bourgeonnement. Ça favorise la prolifération cellulaire tout en créant un milieu humide contrôlé qui participe donc au processus de cicatrisation. Les tissus seront également mieux perfusés.
l'œdème lésionnel va être réduit et ainsi que la prolifération bactérienne et les exsudats en tout cas vont être mieux gérés et donc il n'y aura plus d'exsudats stagnants au sein de la plaie. Tous ces facteurs qui, s'ils ne sont pas bien pris en charge, vont aller à l'encontre de la cicatrisation. Et donc, comme avec le système TPN, ils seront bien gérés, on va avoir un effet positif sur la plaie et sur la cicatrisation. Alors, quelles sont les indications? Là, j'ai repris vraiment les indications qui ont été posées par la HAS, la Haute Autorité de Santé. Donc, sur une plaie aiguë, il est possible de positionner un pansement TPN en première intention. On verra ce qui n'est pas le cas pour la plaie chronique. Et donc, on retrouve sur les plaies aiguës, ce sera tout ce qui va être plaies traumatiques qui ne vont pas pouvoir être fermées par des sutures puisque la perte de substance est trop étendue ou trop profonde ou éventuellement qu'on a une infection. En tout cas, l'infection n'est pas une contre-indication à la TPN. On verra dans certaines situations où ça peut être contre-indiqué. On peut avoir aussi le cas d'une exérèse chirurgicale, ce qui est souvent le cas peut-être chez nous, en tout cas, où les patients qui repartent avec une TPN, c'est souvent suite à une exérèse chirurgicale qui est très étendue et ou profonde, pareil. On est toujours sur des plaies qui vont quand même être des plaies plutôt complexes, en tout cas plutôt étendues. On peut aussi poser un pansement TPN sur une désunion post-opératoire étendue ou de situations défavorables. Et dans ces cas-là, s'il y a besoin d'un parage, il sera nécessaire de réaliser ce parage en amont avant de poser le pansement TPN. Certains cas particuliers, donc, on retrouve dans les recommandations de la HAS la laparostomie ou ce qu'on appelle aussi abdomen ouvert. Chez nous, on a aussi souvent des pansements TPN qui sont posés après une exérèse carcinologique en attendant d'un geste de reconstruction chirurgicale. C'est-à-dire qu'en général, les chirurgiens attendent les résultats d'analyse de l'anapathologie pour s'assurer que toute l'exérèse soit complète avant d'envisager le geste de reconstruction chirurgicale. Il arrive, on le verra aussi au travers d'un cas clinique, qu'on poursuive le pansement TPN après la réalisation d'une greffe de peau. On le verra derrière, puisqu'à la fin, on a illustré autour de 2 cas cliniques. Comme je vous disais, donc plaie aiguë en première intention. En revanche, tout ce qui est plaie chronique, escarre, ulcère, ce sera uniquement en deuxième intention après un pansement plus conventionnel mis en place de manière suffisamment efficace, mais qui n'a pas permis une amélioration de la plaie. C'est le cas, par exemple, de l'ulcère de jambe nécessitant une greffe cutanée. Et quand on parle de première intention, vous voyez, sur les recommandations de la HAS, on est à 3 à 6 mois de traitement de première intention avant d'envisager une pose de TPN pour un ulcère de jambe. En ce qui concerne l'escarre, donc déjà, il faut que l'escarre soit suffisamment avancé sur un stade 3 ou 4 et avec un objectif d'un geste chirurgical de recouvrement par la suite si cela n'a pas suffi. Et également sur la plaie du pied diabétique avec une perte de substance étendue ou profonde. Ce qu'il faut retenir en tout cas sur les indications, c'est que la plaie doit être suffisamment étendue pour nécessiter un pansement TPN et que si c'est une plaie aiguë, on pourra avoir un pansement en première intention, alors que sur les plaies chroniques, c'est uniquement en deuxième intention. Est-ce qu'il existe des contre-indications? Alors oui, la réponse est oui. En effet, la plaie tumorale est une contre-indication. Alors chez nous, c'est quelque chose sur laquelle on est vigilant. Bien sûr que le saignement actif doit faire partie des contre-indications et doit en tout cas nous alerter. La fistule également, ainsi que je vous parlais de l'infection. Donc, c'est une infection qui est non contrôlée. Si elle est contrôlée, elle ne contre-indique pas la TPN.
Les tissus nécrotiques nécessitant un parage. Donc, après, si le parage est réalisé en amont, eh bien, on pourra poser le pansement TPN par la suite. L'insuffisance artérielle non revascularisée, puisque de toute façon, on n'aura pas d'objectif de cicatrisation si on n'a pas de terrain, un terrain sous-jacent suffisamment satisfaisant pour une bonne évolution. Si le tube digestif est exposé, à ce moment-là, ça peut être une contre-indication parce qu'il y a risque de fistule. Et j'ai mis contre-indication relative parce que pour les expositions de vaisseaux sanguins ou tissus nobles, dans certains cas, on peut positionner, le chirurgien peut demander à ce qu'on positionne une interface, on le verra dans la réalisation du pansement, pour protéger ces structures. Mais en tout cas, il faut être très vigilant si on a une exposition de vaisseaux sanguins et qu'on applique directement le TPN dessus. Pardon. Donc, quelles sont les recommandations de la HAS? Je viens de voir avec vous les indications qui étaient aussi posées, hein, qu'on retrouve dans le dossier qui a été par la HAS. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, ce qui est très important, c'est que le recours à un pansement TPN ne doit intervenir qu'après avoir envisagé des traitements conventionnels. Hein. C'est-à-dire que si on peut trouver une autre alternative, il faut peut-être envisager ces alternatives au préalable. La durée maximale recommandée est de 30 jours, renouvelable une fois par le prescripteur initial. Et ce qui est très important aussi de noter, c'est qu'en l'absence d'amélioration après 2 changements de pansement consécutifs ou à l'issue d'une semaine d'utilisation, donc c'est assez rapide, hein, déjà où on peut se positionner sur la poursuite des pansements TPN. Si en l'absence d'amélioration, alors à ce moment-là, le traitement devrait être interrompu ou arrêté. En tout cas, ça doit être discuté. Les pansements TPN sont prescrits après un avis spécialisé et nécessitent une formation des professionnels de santé. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour essayer de former et de rassurer les professionnels de santé par rapport à tout ça. Mais ça, on le reverra, c'est pour ça qu'on le fait en lien avec l'HAD, puisque ce type de pansement nécessite d'être mis en place dans un établissement de santé et surtout d'être poursuivi, s'il est poursuivi à domicile, dans le cadre d'une HAD, avec une évaluation par le médecin prescripteur. Alors, en pratique, comment ça se passe? Puisqu'il existe différents types de dispositifs sur le marché. En effet, on en a qui sont des dispositifs qui sont rechargeables, d'autres qui sont à usage unique, avec réservoir, le pansement qui fait office de réservoir. Il y a des dispositifs manuels, des dispositifs qui ont des pressions qui sont variables. Certains permettent des instillations. Nous, ici, on va juste après vous montrer comment on réalise un pansement. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire de marque, mais nous, on utilise le système Activac du laboratoire KCI Médical. C'est pour ça que je vous l'ai mis ici. C'est un dispositif donc, qui a un système de recueil avec réservoir. Hein. Ce n'est pas un pansement, c'est pas le pansement qui fait office de réservoir. Et donc, on a une machine, un boîtier qui est rechargeable. Voilà. Et donc, juste pour VAC, parce qu'en effet, VAC, c'est une marque, c'est l'abréviation de Vacuum Assisted Closure qui correspond à la signification, c'est fermeture des plaies assistée par pression négative. Donc, je vais laisser la parole à Rebecca pour la réalisation du soin.
Alors, on s'excuse, on a un petit souci. Le chat ne fonctionne pas pour voir vos questions. Du coup, on essaye de résoudre ce petit souci et on vous reprend tout de suite. Et du coup, je laisse la parole à ma collègue. Hop. Je connais. Allô? Oui. Oui, c'est la même. C'est bon. Alors. Donc, moi, je me présente. Je m'appelle Rebecca Bonneton. Je suis infirmière experte en consultation soins externes. Donc, je vais vous parler de la réalisation du soin. On s'en fait une montagne de faire un pansement par TPN, mais il suffit d'en faire quelques-uns et vous verrez que c'est très intéressant et ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut se dédramatiser. Donc, la première chose, il faut bien penser à atteindre la machine au moins 30 minutes avant. Effectivement, vous, en libéral, c'est compliqué. Il suffit juste d'expliquer au patient comment éteindre la machine à peu près une demi-heure avant votre passage. Une fois que la machine est éteinte et que vous arrivez chez le patient, vous pouvez clamper les tubulures et retirer le réservoir. Quand vous allez retirer le pansement, il est important d'humidifier avec du sérum Phi au maximum parce que la mousse va prendre les petits bourgeons. Pourquoi on arrête une demi-heure avant? C'est que pour que la mousse se relâche et que les petits bourgeons qui ont été formés pendant tous ces jours-là puissent se détendre un petit peu et que quand vous enlevez le pansement, ça n'arrache pas tout et que ça ne se mette pas à saigner. Après, il y a deux façons. C'est que certains médecins peuvent prescrire une interface. Donc, c'est souvent une interface siliconée du style Urgotul qui va permettre d'être un peu moins traumatisant pour le nid de la plaie à ce moment-là. Donc, il ne faut pas hésiter d'imbiber au maximum le pansement avec du sérum Phi pour pouvoir le retirer tout doucement. Après, vous allez devoir nettoyer la plaie avec le protocole en vigueur. C'est-à-dire que soit ça peut être un protocole bétadiné, soit ça peut être juste un lavage au sérum Phi. Ça, c'est le chirurgien qui va le prescrire et qui vous dira ce qu'il préfère. Quand vous avez préparé tout le matériel dont vous allez avoir besoin lors de votre soin, c'est vraiment important de tout préparer parce qu'une fois que vous avez vos gants stériles, c'est un peu compliqué de pouvoir récupérer du matériel. Vous allez découper la mousse à la taille de la plaie en l'augmentant un tout petit peu plus grande de 0,5 cm. Je vous explique. Quand vous allez mettre la machine en route, la thérapie, c'est le fait d'aspirer. Ça fait comme une grosse succion. Le souci, c'est que la mousse, elle va se réduire. Et si vous faites juste à la taille de la plaie, elle va devenir plus petite et donc il y a des parties de la plaie qui ne seront pas recouvertes par la mousse. Et nous, ce qu'on veut, c'est que toute la plaie soit recouverte par la mousse. C'est pour ça qu'il faut la découper et la faire un tout petit peu plus grande, à peu près de 0,5 cm. Vous pouvez aussi la désépaissir dans son épaisseur si la cavité n'est pas si profonde que ça. Il suffit soit avec un scalpel, soit au ciseau, ça se découpe très bien. Comme je dis à mes étudiants, c'est un peu le MacGyver de la TPN. Il n'y a aucune mousse qui va être adaptée à la taille de votre plaie. Il faut avoir un peu d'imagination pour pouvoir découper au mieux. Il est important aussi, une fois que vous avez découpé la mousse, de préparer votre plaie. C'est-à-dire, vous allez protéger la peau périlésionnelle, comme vous pouvez voir là. Donc, tout autour, on met du comfil. Pourquoi? Parce que la mousse, si elle dépasse un tout petit peu, elle va se mettre à faire bourgeonner la peau qui est saine. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle bourgeonne, qu'elle fasse bourgeonner la plaie, mais pas votre peau qui est saine. Donc, on peut la protéger, on doit la protéger avec un hydrocolloïde. Et dans des zones comme ça, où on est vers le creux axillaire, des zones de mouvement, donc au niveau du creux axillaire ou du creux poplité, vous pouvez utiliser VAC fait un espèce de VAC gel. C'est comme un scotch double face
qui va permettre de pouvoir avoir une adhérence quand vous allez mettre les pansements transparents, d'avoir une adhérence plus importante et ça évite les fuites. Comme ça, le patient pourra quand même bouger son bras, mais on n'aura pas des micro-fuites qui pourront apparaître. Une fois que vous avez tout préparé, vous déposez la mousse dans la plaie et vous allez le recouvrir de champ adhésif. Donc là aussi, il faut être généreux. Il ne faut pas mettre le champ adhésif pile poil à la taille du comfil. Il faut bien la faire dépasser tout autour d'au moins 5 cm. Plus vous allez être large et généreux, mieux ce sera. Après, il ne faut pas non plus abuser et faire un demi-torse si vous avez juste au niveau du sang. Il suffit après de faire une petite fenêtre de la taille d'une pièce de 2 €. C'est ce que nous recommande VAC. Et par-dessus, vous allez appliquer la petite pastille qui est reliée à la tubulure. Moi, j'aime bien et je préfère qu'une fois que vous avez déposé la petite pastille avec la tubulure, de renforcer avec un champ adhésif, ce qui m'est arrivé plusieurs fois que des patients revenaient parce qu'il y avait des petites fuites. Donc, vous remettez juste un champ adhésif par-dessus, vous plaquez bien et vous suivez bien aussi la tubulure parce que des fois, on peut avoir des micro-fuites par-dessous. Vous en avez largement assez de champs adhésifs dans les kits VAC pour pouvoir renforcer tout ça. Après, il suffit de relier les 2 tubulures. Vous allez allumer la machine et avant d'appuyer sur le bouton marche, moi, je clampe les 2 clans de chaque côté des tubulures parce que j'ai vu une seule fois un patient à qui on a mis en route la machine d'un seul coup. C'est comme un énorme suçon qu'on vous fait en une demi-seconde et c'est très douloureux pour le patient. Donc, vous mettez la machine en route et vous déclampez tout doucement. Donc, la machine, elle n'aime pas trop, elle va faire un bruit de pétrolette, comme j'appelle ça, mais ça la fait forcer un petit peu, mais tout doucement, vous allez déclamper jusqu'à temps de voir que les clans soient tout ouverts et vous allez voir la machine, elle ne fera plus de bruit. Et ça sera beaucoup plus agréable pour le patient. Vous vérifiez en fait sur la machine la prescription qui a été préconisée par le chirurgien. Tout est marqué, vous voyez, là, tout est marqué en fonction de la prescription qui a été demandée. Et vous pensez bien à verrouiller la machine pour, malencontreusement, que le patient ne s'amuse pas ou par inadvertance, appuyer sur un bouton qu'il ne fallait pas. Pour changer le réservoir, ce n'est pas très compliqué. Vous arrêtez la machine, vous clampez les 2 tubulures, vous remplacez le réservoir. Et ce qui est vraiment important, c'est que quand vous allez changer la cassette, il faut bien entendre, il y a un petit clic que vous allez entendre qui est vers le socle. Si vous n'entendez pas ce petit clic, moi, je vous conseille de re-enlever la cassette et de la remettre. Après, il suffit de remettre la machine en route, comme je vous ai expliqué, en clampant et en déclampant tout doucement pour pas que ça fasse une énorme prise d'air d'un seul coup qui peut être très douloureux pour le patient. Donc là, c'est une petite fiche technique qui reprend toutes les explications et le déroulement du soin. Cette fiche, elle est intégrée au classeur de l'HAD qui est fourni avec le patient quand il sort de chez nous. Donc, il y a depuis peu, on a une petite vidéo sur laquelle vous pouvez tous y aller, où il y a le déroulement du soin, comment refaire une réflexion de TPN. Vous pouvez tous y aller. Donc, on va la visionner.
Il faut aussi penser à que la tubulure, vous la faites, vous voyez là, c'est au niveau du haut de cuisse. La tubulure, il faut la faire monter en direction de la ceinture, parce qu'autrement, si vous la faites passer par le bas, le patient, pour s'habiller, ben, ça va être compliqué, il va faire de la corde à sauter, quoi. Donc, il faut aussi penser à ça, en fait, de comment il va pouvoir s'habiller. Il n'y a pas la tubulure, vous pouvez la mettre dans quel sens le sens que vous voulez, en fait. Ça n'agira pas sur le fonctionnement de la machine. C'est juste pour le confort du patient, pour qu'il puisse. Vous voyez, quand
Désolée, petite mauvaise manipulation avec YouTube. Donc, il y a une petite diapo sur les trucs et astuces. Quand vous avez une plaie qui est assez grosse, qui a une grosse cavité, on peut mettre un système de deux aspirations qui seront reliées sur le même réservoir. En fait, on a un petit accessoire qui s'appelle un petit Y. Donc, vous pouvez, comme ça, pouvoir mettre deux pastilles sur deux mousses distinctes et qui vont être reliées par ce petit Y pour après être accordées au réservoir. Ça permet d'avoir une aspiration plus importante sur une grosse perte de substance. Vous avez aussi un autre moyen, c'est de faire un pont. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux petites cavités qui n'ont pas un gros diamètre, mais qui sont très profondes. Ce qu'on veut, c'est qu'elles puissent être aspirées correctement par la TPN. Ce qu'on peut faire, c'est faire ressortir plus de mousse, plus de mousse qui correspond à la taille de la cavité, donc de diamètre de la cavité. Par contre, il faut bien penser à protéger la peau périlésionnelle par du comfil. Et vous pouvez aussi relier deux petits orifices comme ça en faisant un système de pont. Ça veut dire qu'en dessous le pont, il faut bien protéger la peau avec du comfil et vous mettrez le système d'aspiration au centre. Comme ça, vous aurez la même aspiration de part et d'autre. Vous pouvez aussi l'utiliser, par exemple, on avait un patient qui avait une TPN au niveau de dessous le pied. Et pour l'appareiller, ce n'était pas très simple de mettre la tubulure sous le pied pour se chausser, etc. Donc, en fait, on faisait un petit système où on faisait passer après de la mousse sur le dessus du pied, l'aspiration passait sur le dessus du pied et qui allait travailler sur le dessous du pied. Donc, quand on faisait passer la mousse sur le dessus du pied, on protégeait la peau tout le long du trajet par du comfil. Par-dessus, on met la mousse. Et après, vous faites votre pansement comme d'habitude. Par contre, il faut bien que la mousse qui est dessus soit en contact avec la mousse qui est en dessous. Vous pouvez aussi utiliser une mousse blanche. Alors, c'est des petits mousses qui sont carrées. On l'utilise souvent sur des plaies qui sont très algiques. Ce sont des mousses qui sont remplies d'eau stérile, donc qui sont moins traumatiques pour le patient. Les alarmes. C'est pas. Alors, quand la machine se met à sonner, elle va vous indiquer sur l'écran son dysfonctionnement. Soit ça va être une prise d'air ou une fuite. Il suffit de trouver la prise d'air et la fuite. Donc, ça va être à vous de renforcer au maximum à la maison avec du V3000, par exemple, des pansements plastifiés. Soit ça va être batterie faible, il suffit de rebrancher au secteur la TPN. Soit le réservoir il est plein et donc il faut changer la cassette. Ou alerte au blocage, ça peut être un clan qui est pas correctement désadapté ou la tubulure qui peut être coudée. Les effets indésirables et les inconvénients de la TPN. C'est un pansement qui peut être quand même douloureux. Il y a des patients qui n'ont pas du tout de douleur, mais il y a des patients qui sont quand même douloureux. Donc, ce qui est important, qu'ils aient aussi une prescription dentalgique correctement. C'est une machine qui fait quand même du bruit. On ne va quand même pas se cacher. Ça peut être désagréable d'avoir un espèce de ronronnement quotidien qui peut être à côté de vous. Le patient doit se balader tout le temps avec sa petite sacoche et son fil à la patte. Et des fois, il y a des patients qui n'ont pas envie d'avoir ça. Après, c'est à nous, en tant que professionnels de santé, de leur indiquer la nécessité de bien garder ce pansement et les avantages. Il peut y avoir des macérations et des irritations au niveau de la peau périlésionnelle. On verra sur le cas clinique à la fin, au bout de 20 et quelques jours, 23 jours de TPN, on voit que la peau elle commence à être abîmée, même malgré les comfils qui ont été mis en place. Et au retrait des pansements, on peut avoir des petits saignements.
Donc, si c'est des légers saignements, mais vraiment infimes, c'est normal parce que ce sont des plaies qui sont très, très vascularisées. Mais des fois, ça peut arriver que ça se mette à pulser. Si ça se pulse, faut faire un pansement compressif et nous le renvoyer en milieu hospitalier pour qu'on puisse soit cauteriser, soit faire un point. Là, je repasse le flambeau à ma collègue. Donc là, on va voir après la surveillance. Donc, on a vu comment on réalisait le pansement. Donc ça se fait, la mise en place, donc je vous disais, se faisait en milieu hospitalier. Après, la réalisation du pansement peut se faire donc au domicile, sous couvert d'une HAD. Et il vous sera demandé, le patient va ressortir avec des ordonnances. On va voir un petit peu l'ordonnance avec laquelle le patient sort. Toujours est-il qu'il va falloir que vous puissiez surveiller de manière quotidienne la prescription, c'est-à-dire le mode, si la prescription est faite en mode continu ou intermittent. Le plus souvent, chez nous, en tout cas, c'est continu. L'intensité, il y a 3 niveaux d'intensité au niveau des réglages qui peuvent se faire. Faible, moyen et fort, ça va dépendre un petit peu de ce qu'il y a en dessous. Par exemple, si on est sur le cas d'une greffe, on sera des fois sur une intensité qui sera plus faible, mais de manière générale, on est sur une intensité modérée. Le réglage de la pression, alors par défaut, il est à moins 125, sachant que c'est une prescription. Si le réglage par défaut est à moins 125, c'est parce que c'est souvent la prescription qui est faite. Après, c'est pareil, ça peut se régler, donc ça dépend. Tout est question en fonction de la prescription et du respect de la prescription. Il va falloir surveiller aussi quotidiennement la quantité, mais surtout l'aspect du liquide dans le réservoir. C'est-à-dire qu'en effet, si le réservoir il est chargé d'un liquide hémorragique, c'est là où il va falloir peut-être un peu plus s'inquiéter. Mais sinon, il faut surveiller. Alors, il est souvent coloré quand même, le liquide, mais on voit bien que ça ne ressemble pas à du sang, que du sang. Dans certains cas, on peut voir que ce sont soit des microfluides, soit en tout cas des zones où en tout cas le pansement risque de se défaire assez rapidement. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à renforcer à ces endroits-là pour éviter qu'une heure ou 2 heures après, la machine sonne pour dire qu'il y a une fuite. Donc, pensez à bien vérifier que les adhésifs ne soient pas décollés, roulés. C'est vrai qu'il y a des zones où des fois, ça tendance à rouler et donc, voilà, toujours vérifier. Donc, ça, c'est pour les surveillances quotidiennes. Ensuite, bien sûr que quand vous refaites le pansement, s'il est refait à domicile, il faut surveiller l'évolution de la plaie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, entre 2 pansements ou au bout d'une semaine de pansement, il faut réévaluer l'évolution de la plaie. En général avec une évaluation qui va se faire également en milieu hospitalier, mais vous êtes aussi à même de nous avertir si jamais il y a un souci sur l'évolution de la plaie ou si la plaie n'évolue pas. C'est important d'évaluer la qualité de la peau périlésionnelle. Comme vous disait Rebecca, la peau périlésionnelle souvent souffre assez quand on utilise ce type de pansement. Dans certains cas, on peut avoir aussi recours à des sprays protecteurs cutanés qui n'entravent pas l'adhésivité des pansements derrière. Donc, je pense que pour que le pansement TPN puisse être conduit suffisamment longtemps et en tout cas qu'il soit bien supporté par le patient, je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à nous interpeller si vous voyez que la qualité de la peau périlésionnelle est de moins en moins saine pour qu'on envisage de mettre en place un spray protecteur cutané. Et bien sûr aussi, il faut surveiller, comme pour toute plaie, mais l'absence de signes de surinfection qui pourrait en tout cas nécessiter d'interrompre ou de suspendre momentanément le pansement TPN.
Alors, c'est une vigilance à avoir, mais c'est surtout aussi pour rassurer aussi sur les pansements, sur le pansement TPN. Si jamais la machine bip, qu'elle sonne qu'il y a une fuite d'air, par exemple, que vous n'arrivez pas à colmater cette fuite d'air, la seule chose qui doit vous mettre en alerte, c'est que le pansement TPN ne doit pas rester en place sans dépression, donc c'est-à-dire sans fonctionnement, pendant plus de 2 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de macération, un risque de prolifération bactérienne. Donc, au-delà de 2 heures, pas de panique, mais la seule chose qu'il faut se dire, c'est soit donc 2 possibilités, on renouvelle le pansement TPN, donc comme on vient de vous montrer. Si sur l'ordonnance, si vous n'avez pas le pansement TPN qui est refait à la maison et qu'il est fait uniquement en milieu hospitalier, ce qui arrive, hein, on verra après sur l'ordonnance, je vous montrerai. À ce moment-là, il y a la possibilité de remplacer ce pansement momentanément par un pansement conventionnel. On verra, alors en règle générale, on va être sur des pansements avec alginate et pansement absorbant de recouvrement. Mais c'est pareil, si la TPN sonne dans la nuit, il faut contacter alors la nuit, ce sera l'HAD hein, qui sera d'astreinte, mais ça, on verra derrière. Mais en tout cas, vous pouvez faire un pansement conventionnel si simplement vous n'arrivez pas à trouver la fuite, par exemple. On fait un pansement conventionnel et le lendemain matin aussi, un pansement TPN sera refait, mais il n'y a pas d'urgence. Et généralement, sauf événement aigu, hein, une hémorragie ou quelque chose qui nécessite une hospitalisation, si c'est un problème de dysfonctionnement purement avec la machine, je pense que vous pouvez contacter, mais a priori, il n'y aura pas besoin d'une hospitalisation. La seule chose, c'est temporiser les choses, pas laisser le TPN. Alors, quand on dit de remplacer par un pansement conventionnel, on est d'accord qu'on enlève tout, c'est-à-dire que pansement adhésif, mousse, enfin voilà, on remet et les nouveaux pansements seront remis au contact de la plaie, on refait un nettoyage, enfin, voilà. Mais on enlève bien la mousse pour… voilà, donc ça, c'est l'ordonnance. Alors là, je l'ai différenciée en 3 étapes. Sur l'ordonnance, elle apparaît en une seule. Donc, il y a la partie surveillance, c'est ce qu'on vient de voir hein, sur les réglages de la pression, le mode et l'intensité. La surveillance de l'étanchéité, vous voyez, en fait, tout ce qu'on vous a dit là en termes de surveillance, en fait, c'est repris sur l'ordonnance. Et quand le patient sort à domicile, il sort vraiment avec tout ça. Donc, vous avez vraiment tous ces listings qui sont faits, avec la possibilité de renforcer s'il y a un défaut et une prise d'air. Et sur l'ordonnance, c'est précisé également, donc si le pansement est refait uniquement au centre Léon Bérard ou s'il est refait alternativement à la maison ou au centre Léon Bérard. Et dans ce cas-là, le patient repart avec la fiche technique et le lien vidéo. Dans certains cas, on peut avoir à appliquer au contact une interface de type Urgotule. Et dans ce cas-là, ce sera mentionné sur l'ordonnance de sortie par le chirurgien. Et dernière étape de l'ordonnance, la conduite à tenir en cas de dysfonctionnement, qui reprend justement, donc il faut d'abord essayer dans la mesure du possible de corriger la cause du dysfonctionnement. Vous avez dans le classeur également les alarmes, donc tout est repris aussi. Et on renote également sur l'ordonnance de sortie que s'il y a un arrêt de plus de 2 heures, à ce moment-là, en effet, on retire l'ancien protocole et on nettoie. Si le pansement il est refait habituellement au domicile, on applique de nouveau un pansement TPN. Et si cela ne fonctionne toujours pas, on fait un relais avec pansement algostérile, pansement secondaire. Et si habituellement le pansement n'est jamais refait à domicile parce qu'il y a une indication précise du chirurgien et que celui-ci ne souhaite pas qu'il soit refait à domicile,
À ce moment-là, le patient repart avec un pansement algostérile et pansement secondaire. Dans tous les cas, donc, vous avez les coordonnées qui sont remises et je laisserai la parole à Tammy qui va justement vous parler de comment on appelle et comment on contacte le service de l'hospitalisation à domicile. Bonjour, moi je m'appelle Tammy, donc je suis infirmière au service de l'HAD du Centre Léon Bérard. Et donc, comme vous disaient mes collègues, donc le pansement TPN se met en place en milieu hospitalier et on peut envisager un retour à domicile, mais ça va nécessiter donc la mise en place d'une HAD. Voilà, donc à ce moment-là, donc nous, les infirmières de coordination, on va avec l'assistante sociale de l'HAD faire un entretien avec le patient pour évaluer le retour à domicile. On va contacter l'infirmière libérale du patient s'il en a déjà une. S'il a déjà un cabinet, on essaye au maximum de le conserver. Et si le patient n'a pas d'infirmière référente, à ce moment-là, on va rechercher un nouveau cabinet pour le prendre en charge. On va demander à l'infirmière libérale d'assurer au minimum un passage par jour et d'effectuer une astreinte 24 heures sur 24. Au niveau du matériel, à sa sortie, donc, le patient va repartir avec le matériel pour une semaine. Donc, en général, on met trois réservoirs, 3 cassettes pour l'appareil. Si le pansement est refait à la maison, il y aura le nécessaire à pansement pour une semaine également, avec les sets à pansement, les scalpels, les mousses. Dans tous les cas, on met un kit de secours. Si jamais il y avait nécessité d'arrêter l'appareil, comme on vous disait, en cas de dysfonctionnement, on peut être amené à devoir l'enlever et faire un pansement donc relais avec algostérile et pansement absorbant. Donc, le patient aura de quoi refaire une fois ce pansement. Et si jamais le souci arrivait sur un week-end, on vous fait passer ensuite une ordonnance pour que vous puissiez renouveler ce matériel en pharmacie de ville. Il part également avec les DASRI et le classeur donc, de l'HAD dans lequel vous retrouvez les coordonnées donc, pour nous joindre, les ordonnances, la fiche technique du pansement et vous retrouvez un petit peu le guide de la TPN avec notamment comment changer la cassette et un petit peu la liste des alarmes. La réserve médicamenteuse, quand le patient repart uniquement pour une surveillance de TPN, en général, il n'y a pas de réserve. C'est à l'appréciation du médecin de l'HAD. S'il y en a une, elle peut contenir du paracétamol IV et un antibiotique type ceftriaxone. Au niveau des soins infirmiers, ça va reprendre un petit peu ce que vous ont dit mes collègues. Il va falloir au minimum une fois par jour passer voir le patient donc pour prendre les constantes, effectuer donc la surveillance du système avec ce que vous disiez donc Charlène, l'aspect, la quantité du liquide, changer le réservoir lorsqu'il est plein, surveiller les réglages qui sont spécifiés sur l'ordonnance et bien regarder au niveau étanchéité, comme on vous expliquait, bien anticiper si vous voyez qu'il y a des zones qui risquent de se décoller, voilà, anticiper et renforcer pour éviter d'être rappelé quelques heures après. Au niveau de la réfection du pansement, elle se fera donc soit uniquement au centre, en consultation, soit en alternance à la maison et au centre. Et donc ça, c'est le chirurgien qui le décide et ce sera noté sur l'ordonnance de sortie. En cas de dysfonctionnement, donc les consignes sont toutes notées donc, sur l'ordonnance. Au niveau de l'HAD, un médecin assure une astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Donc, en cas de saignement important, il faut arrêter le système, joindre le médecin de l'HAD au numéro donc, que vous retrouvez et sur l'ordonnance et dans le classeur. Et pour les autres dysfonctionnements, donc dans tous les cas, la semaine en journée, il faut appeler le secrétariat du chirurgien et le soir et week-end, le médecin de l'HAD au numéro unique. Voilà. Ensuite, pendant la période de l'HAD, nous, les infirmières de coordination, on appelle l'infirmière libérale à peu près à 48-72 heures après la sortie pour échanger un petit peu sur le retour et puis voir s'il y a éventuellement des difficultés rencontrées. Ne pas hésiter à nous appeler. Si jamais voilà, vous avez un souci, un doute, vous pouvez nous appeler sans problème. Au niveau de la commande, c'est à l'infirmière libérale donc d'assurer la commande du matériel auprès de nous, donc soit par mail, soit par téléphone. Et bien donc noter que les réservoirs et les mousses sont uniquement à délivrance hospitalière. Donc il n'y a pas de possibilité de dépannage en pharmacie de ville le week-end. Donc voilà, bien essayer d'anticiper. Et quand le patient vient faire ses pansements sur le centre, en général, vous pouvez en profiter pour nous demander ce dont vous avez besoin et nous, on va les voir en consultation et on leur ramène ce dont il y a besoin. Voilà, et donc nous, on est disponible, les infirmières de coordination de l'HAD, de 8h30 à 18h, du lundi au vendredi. Donc toujours le numéro unique de l'HAD, sauf que voilà, à ces horaires-là, ça vous proposera 3 choix de taper 1, 2 ou 3 en fonction du secteur dont dépend le patient, et ça, ce sera spécifié sur son classeur. Quelques petites infos sur la facturation. Au niveau, donc la surveillance quotidienne du pansement, vous pouvez coter un AMI 4. Lorsqu'il y a la réfection du pansement à la maison, c'est un AMI 4 supplémentaire. Et dans tous les cas, vous pouvez coter un AIS 3 chaque jour pour la tenue du dossier et pour le fait de bien tracer vos soins dans le classeur, bien voilà, remplir la feuille de température. Voilà. On va passer au cas clinique. Par contre, ils sont là. Donc là, on va vous présenter 2 petits cas cliniques. Donc, c'est la patiente qui c'est même plutôt que que vous avez vu, ce que je vous ai présenté sur d'un liposarcome au niveau du grand pectoral. Cette dame, elle avait déjà eu une chirurgie en première intention avec chimio et radiothérapie. Malheureusement, elle a récidivé, donc ils ont dû refaire une autre exérèse. Et on avait, comme vous voyez, une grosse perte de substance. Donc, ils ont décidé de mettre en place une TPN, ce qui a permis de gagner en tissu de granulation, de remplir, de recombler la perte de substance. Et là, vous voyez, on a, au bout de 23 jours de TPN, on a un tissu qui est parfait et sur lequel ils ont pu mettre en place après une greffe de peau mince parce que la TPN fait du tissu de granulation mais ne sait pas refaire la peau. La phase d'épidermisation, la TPN, ça ne sait pas faire. Alors, on voyait juste sur la photo d'avant, on vous parlait tout à l'heure de l'irritation périlésionnelle qu'on peut voir. Alors, chez cette dame, alors sur la photo, ça paraît plus, mais la peau commençait à souffrir, bien que protégée de manière très large, et par des hydrocolloïdes, et dans son cas aussi par des sprays protecteurs cutanés. Donc, voilà. Il était temps aussi de pouvoir stopper les pansements TPN et de passer à la greffe de peau mince pour derrière limiter les adhésifs sur la peau. Deuxième cas clinique, c'est un patient qui a été… donc, c'est le patient que vous avez vu dans la vidéo de la réfection du VAC. Donc, c'est un patient qui a été pris en charge dans le cadre d'un sarcome au niveau de la cuisse. Il a eu une grosse exérèse et le chirurgien a mis en place
un TPN en post-op immédiate pendant 3 semaines. Donc, ce qui a permis de combler la perte de substance, et ils ont décidé de faire une greffe de peau mince, comme vous voyez là, mais par contre, on a gardé encore la TPN pendant les 5 premiers jours de la prise de greffe, comme un bourdonnet. Sur une greffe de peau mince, normalement, vous avez un bourdonnet, qui est un pansement cousu à la peau qui est rempli de tulle gras. Et là, le fait de pouvoir mettre cette TPN, de garder le VAC pendant ces 5 premiers jours, ça permet premièrement d'absorber les exudats pour éviter qu'il y ait trop d'exudats et que ça détruit la greffe, et de bien la plaquer pour éviter que la greffe, elle savonne, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle bouge. Parce que si elle glisse au bas ou de gauche à droite, si elle ne prendra pas, et donc après, faut tout recommencer à zéro. Donc là, vous voyez, c'est au bout de 5 jours de l'ablation 5 jours de la greffe 5 jours de la greffe de peau. Donc, une fois qu'on a enlevé la TPN au bout de 5 jours de la greffe de peau, vous voyez, la greffe, elle est prise à 100%. Donc, on a une cicatrisation qui est complètement acquise. Et donc, on est à J30 globalement de l'exérèse chirurgicale. Donc, au bout d'un mois, la cicatrisation, elle est totale. Et là, on est quasiment sur la fin des pansements. On va poursuivre encore les pansements gras pendant quelques jours, a priori. Et après, pour rapidement arrêter les pansements. Donc là, on voit 2 indications en fait du pansement TPN. Dans un premier temps, c'était pour combler la perte de substance, avoir un tissu de granulation, avoir les berges à niveau en fait du sous-sol de la plaie pour que la greffe de peau mince puisse être réalisée. Et puis après, on voit une autre indication de pansement TPN, c'est en post-greffe. Alors, c'est peut-être un peu moins fréquent. Je sais que chez nous, on l'utilise de temps en temps, justement, quand les pansements TPN ont été mis en amont pour la perte de substance. Ils sont poursuivis dans les 5 jours. Après, ça, c'est aussi très chirurgien dépendant, certainement, et poursuivi pour plaquer la greffe en lieu et place du bourdonnet, en fait. Parce que vu que l'HAD a déjà été mis en place pour ce patient avec la TPN qu'il a déjà eu en amont, on n'a pas besoin de refaire une demande d'HAD. Il est hospitalisé, il continue avec l'HAD pendant 5 jours et après, ça s'arrête. Généralement, ils ne font pas une mise en place de TPN pour 5 jours. C'est juste parce que lui, il l'avait déjà avant. On en a profité pour le garder encore 5 jours de plus. Il n'y a pas la diapo. Il n'y a pas la diapo. Attention. Voilà, on est disponible si bien sûr vous avez des questions. Charlène, Rebecca et Tani sont encore là. L'idée, c'était un petit peu de savoir aussi si vous aviez déjà eu des TPN à domicile, si vous aviez déjà rencontré des dysfonctionnements. Donc, n'hésitez pas à nous le signaler sur le chat. Et puis, de nous noter également ce qui pourrait être un frein à une prise en charge de TPN à domicile. Donc, n'hésitez pas. L'idée du webinaire aujourd'hui, c'était vraiment de rassurer sur cette prise en charge, voilà, sur des conduites à tenir qui ne sont pas compliquées, et des numéros de téléphone et des infirmières et médecins joignables si jamais il y a quelques questions à domicile. Donc, c'était aussi le but de cette intervention. Donc voilà, n'hésitez pas, on est encore connecté pendant un petit temps si vous avez des questions. Voilà. Et sinon, eh bien, on vous remercie pour votre attention jusqu'au bout.
Tu veux parler? Oui, ça peut être. J'ai perdu le son. Voilà. Quand vous voulez renforcer sur des fuites, ce qui est mieux, c'est d'éteindre la machine. La mousse, elle va se redétendre. Donc, ça va devenir quelque chose de plus bombé, plus rond. Et il faut renforcer. Et après, vous remettez la machine en route. Parce que si vous renforcez avec la machine qui travaille, ce n'est pas lisse, en fait. Ça fait plein de petites vagues. Et en fait, là, c'est plus compliqué pour pouvoir renforcer la fuite. Donc, moi, je vous préconise, c'est d'éteindre la machine, de renforcer, de remettre la machine en route. C'est vrai qu'en plus, les adhésifs qu'on a dans les sets sont bien plus larges. C'est vrai que peut-être que l'inconvénient aussi de certains pansements adhésifs de renfort, c'est qu'ils sont petits et finalement, après, il faut faire des patchs un petit peu de partout. Je pense qu'en effet, quand il y a trop souvent de fuites, alors si ça arrive qu'une fois, ce n'est pas très grave. Mais je pense qu'il faut surtout en amont, quand vous refaites le pansement ou quand le pansement est refait, pas hésiter aussi à signaler dans le classeur de l'HAD s'il y a souvent des fuites. Nous, on demande aux patients s'il y a eu des soucis pendant le laps de temps. Et si vous nous dites qu'il y a souvent des fuites, peut-être que nous aussi, on renforcera un peu plus ou coller de manière plus large. Alors, je crois qu'il y a eu, j'ai eu une question, est-ce possible, sur une plaie diabétique? Oui, dans les indications, je vous les ai mis dans les recommandations de l'HAS. Par contre, la plaie du pied diabétique, c'est une plaie chronique, donc c'est en seconde intention après un traitement de première intention bien conduit et sur une perte de substance qui est étendue ou profonde. Voilà. Qui peut être rédhibitoire pour un pansement TPN, c'est la propreté du domicile. Alors, en effet, le but aussi de ce webinaire, et je pense qu'on est toutes très contentes parce que c'est de dédramatiser en effet les choses, démystifier. Je pense qu'on pense souvent que c'est un pansement qui est très complexe. Après, quand on reprend en fait, les étapes point par point, c'est un pansement qui reste relativement simple. Et je dirais qu'en effet, le domicile du patient, ça peut être en effet quelque chose, et ça nous est déjà arrivé dans certains cas, que le chirurgien accepte que le pansement soit refait à domicile, mais que le domicile ne permette pas une réfection du pansement. Et après, je dirais qu'aussi la chose peut-être qui peut être compliquée aussi pour le domicile, c'est la localisation. Dans certains cas, en fait, on est obligé de tenir la mousse parce que le temps qu'on se retourne pour tenir, et que des fois, il peut y avoir besoin de 2 soignants. Mais dans ces cas-là, tout ça, c'est aussi étudié en amont pour envisager le retour à domicile. Je vois, pour verrouiller la machine, en fait, il faut appuyer sur 1, 2. Il faut juste suivre les instructions qui sont marquées. Une seule fois sur 1, une seule fois sur 2. Et vice-versa pour pouvoir la déverrouiller. Et voilà, et le but aussi, c'est de faire ce webinaire pour aussi rassurer, former et rassurer, mais c'est aussi pour vous dire que quand le patient repart à domicile, il repart avec toutes ces informations. Donc, quelle est la durée d'autonomie de la machine? Alors, pour le coup, moi, j'en ai pas la moindre idée, et je pense que ça dépend des machines, parce que je pense ça dépend des machines, ouais. Et ça dépend comment la machine va travailler. Si on lui demande beaucoup d'aspirer, elle va perdre plus d'autonomie, comme un téléphone portable. Quand vous l'utilisez tout le temps, il perd plus facilement son autonomie. Ah, pardon. Alors, ouais, je pense que ça doit être aussi discuté en amont derrière sur alors, c'était sur oui, pas toujours facile en fait. Alors, souvent, finalement, les patients sont un peu réticents parce qu'on leur parle de machine, on leur parle de bruit. Et il y a des fois, je pense qu'on leur vend peut-être pas aussi facilement. Après, ce qui est intéressant, et c'est ce que je vous disais sur une des premières slides, ce qui est intéressant, c'est que souvent, ça limite le nombre de pansements par semaine. Un pansement comme ça, généralement, il sera refait 1 à 2 fois par jour, peut-être en soins, alors qu'avec le pansement TPN,
ça peut être que 2 à 3 fois par semaine. Donc, c'est vrai que ça limite aussi quand même les soins et je pense qu'il faut aussi peut-être l'aborder de cette façon-là. Alors, à ma connaissance, il n'existe pas de batterie de secours et le patient peut sortir malgré tout. Ça veut dire que si sa batterie, il y a des petites barres, en fait, si elle est pleine, il a quand même une autonomie. Moi, les patients, quand ils viennent et qu'ils ont des fois 1 heure, voire 1 heure et demie de route et qu'ils ont oublié d'éteindre leur machine, et ben, en fait, ils sont avec leur machine arrivée non éteinte et pourtant, la batterie, elle est bien encore en moitié et ils peuvent repartir avec sans difficulté. Nous, en général, on leur conseille de la brancher la nuit, un peu comme on fait avec le Les téléphone portables. portable. Ouais, Quand ils sont de assis, brancher la nuit déjà. Et puis quand ils sont assis quand ils sont, voilà. quand ils sont au repos chez eux devant la télé. Alors, si ça reste trop douloureux pour lui, alors ce n'est pas vraiment à nous d'évaluer la pression. Je dirais que déjà, il faut voir s'il y a d'autres moyens à visée antalgique. Après, si le patient il est dans le cadre d'une HAD, il faut voir ça. Et puis, après, pas hésiter à nous le signaler. Le patient aussi nous le signalera, je pense, en consultation. Et après, à ce moment-là, nous, on se rapprochera du médecin, du chirurgien prescripteur pour voir s'il y a indication de diminuer la pression et surtout évaluer quand est-ce que c'est douloureux. Si c'est douloureux au retrait du pansement ou pas. Enfin, voilà. Mais si c'est permanent, et ça peut en effet aussi discuter du maintien ou non du pansement TPN. Il ne faut pas que ça reste quelque chose de trop inconfortable pour le patient. Bon, tant mieux. Si ça peut aider sur des prises en charge, c'est vraiment tout le but. Donc, c'est qu'on travaille et puis, vous voyez, de manière coordonnée entre le domicile et le milieu hospitalier. Parce que voilà, le patient, il est à la fois pris en charge à l'hôpital et pris en charge au domicile et qu'il faut aussi qu'on se coordonne tous pour que le patient puisse être le mieux pris en charge possible. Je comprends, il y a des patients qui ne sont pas du tout douloureux et il y a des zones qui sont plus douloureuses. Après, c'est vraiment patient dépendant comme pour tout en fait. C'est comme pour l'enlever un pansement. Il y a des patients qui vont avoir les douleurs et c'est juste un petit pansement et d'autres qui n'ont aucune douleur. Je pense que c'est vraiment une tolérance à la douleur qui est propre à chacun en fait. Après, en général, c'est plus, on a insisté un petit peu dessus, c'est surtout sur la mise en route des fois de la pression, enfin de la mise en pression qui peut être douloureuse. Après, si vraiment c'est trop douloureux, on a dit la possibilité des fois de mettre une mousse blanche qui est parfois moins douloureuse. L'interface, notamment si c'est le retrait qui est douloureux, c'est pour ça que c'est important de bien évaluer à quel moment c'est douloureux, mais des fois l'interface peut aussi permettre d'éviter que ça soit douloureux au moment du retrait de la mousse surtout. Oui, et puis après, en fonction, pas hésiter à appeler si jamais c'est douloureux, parce qu'on peut soit prévoir des fois des interdoses de morphine quand le patient en a, qu'il peut prendre juste avant le pansement. Et parfois, c'est un pansement qu'on fait sous Calinox, qu'on fournit à la maison. Ça peut se faire aussi, donc il ne faut pas hésiter à signaler si c'est un soin qui est douloureux. Et je pense surtout que si tout le monde, si le patient, si le soignant est convaincu de l'intérêt et qu'on arrive aussi à convaincre le patient de tout ça, je pense que ça peut aussi permettre que tout le monde soit dans la même dynamique et que ça fonctionne bien en fait. Si jamais vous avez des patients avec une vague-thérapie qui sont du CLD, nous, on est accessible à vous accueillir pendant la réflexion du pansement de votre patient. Ça nous est déjà arrivé, il suffit d'organiser, vous passez par l'HAD, elle nous contacte et on fixe 1 heure, un rendez-vous avec votre patient. Vous pouvez venir et on peut faire le pansement ensemble sans aucune difficulté. Donc, il suffit juste de prendre contact avec nous et avec l'HAD qui nous feront part et on peut mettre ça en place et c'est surtout, ça permet de vous rassurer vous si vous n'avez pas jamais fait de TPN, répondre à vos questions en direct et trouver des petites astuces.
Vous avez d'autres questions? A priori, je pense qu'on a dû faire le tour et répondre à peu près à toutes les questions. En tout cas, donc le webinaire, il sera accessible en replay. Je pense que Céline va peut-être conclure là-dessus. Et s'il y a besoin, et voilà, encore une fois, le patient repartira au domicile avec toutes ces informations que ce passe par l'ordonnance, par les réglages, enfin, les dysfonctionnements et il repart avec tout le nécessaire. Donc, voilà. Donc, effectivement, le webinaire est enregistré et sera donc disponible en replay sur la page HAD du Centre Léon Bérard, donc qui sera visible de l'extérieur par n'importe quelle infirmière qui ne prend pas forcément en charge nos patients en direct, hein, mais du coup en disponibilité facile. Voilà, dès lors que la page sera mise à jour, on vous tiendra informé. Merci beaucoup à toutes et bonne fin de journée. Au revoir.